Espace 2. Bonjour, j'ai un grand plaisir à vous recevoir cette semaine dans Musique en mémoire, car ensemble, nous allons tenter de redécouvrir Tchaïkovski. Soyez les bienvenus. Grâce à vous, Bertrand Roulet. Bonjour Bertrand. Bonjour. Quel délice que vous relisiez notre indicatif à votre piano. Oui, c'est notre système de communication entre vous et nous, c'est le piano, ce Bösendorfer, dans ce studio à la radio suisse romande. Et on va essayer de redécouvrir Tchaïkovski grâce à vous, grâce surtout à ses partitions. Vous avez une partition principale devant les yeux et sous vos doigts cette semaine, celle d'un opéra. C'est la Dame de Pique. Je voulais vous en amener d'autres, mais quand j'ai vu les développements que ça appelait, je me suis dit ça vaut vraiment la peine d'entrer dans le détail et de ne pas devoir sabrer des scènes essentielles. Alors voilà, elle va nous occuper toute cette semaine. Une semaine avec la Dame de Pique et avec vous, Bertrand Roulet. Ça me fait grand plaisir de vous accueillir ici parce que, je le dis, ça, votre modestie doit en souffrir, mais je le dis, vous avez un génie particulier, celui d'éclairer la musique que vous nous faites écouter, vous qui êtes pianiste, qui êtes compositeur, qui êtes musicien au sens le plus large et le plus noble du terme. Cette Dame de Pique d'un Tchaïkovski à redécouvrir. Ouais, mais on le connaît bien, Tchaïkovski. Il a une barbe fleurie, on le voit en général au soir de sa vie. On sait qu'il a eu des dépressions nerveuses, qu'il a eu une Madame von Meck qui l'a aidé sans jamais le voir financièrement parce qu'elle croyait à lui. Un être essentiellement romantique, si russe, si tendre, si humain. C'est l'image de Tchaïkovski. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Je dois dire que tout l'aspect anecdotique et biographique va absolument pas m'intéresser cette semaine parce que il y a tellement à dire justement dans ces œuvres et dans la manière dont elles sont structurées que je crois qu'il y aura pas tellement de place. On va toucher à des choses qui sont tellement universelles et tellement profondes en nous maintenant que finalement on peut avoir un regard attendri au grand compositeur qui nous a donné ces œuvres. Mais je crois que ce qui va nous occuper maintenant, c'est d'étudier justement ces œuvres. Alors, des œuvres aussi qui font l'objet d'images un peu rapides, le lyrisme, le côté presque germanique de cette personnalité à la fois si russe, donc cosmopolitisme, un peu de mépris aujourd'hui de la part des auditeurs face à Tchaïkovski, à la fois très savant et puis quand même très simple, je dirais un peu daté peut-être. Il a cette faculté mélodique de créer des figures mélodiques tellement frappantes qu'il y a une sorte d'évidence dans cette invention mélodique qui fait que cette évidence, d'abord, est culpabilisée parce qu'elle touche nos sens, et je pense qu'il y a quand même une vieille culpabilisation dans notre société à tout ce qui touche le corps, tout ce qui touche l'évidence des sens, qui s'est un peu déplacée dans la culture. On imagine que la profondeur, elle doit forcément être une œuvre profonde, intelligente, elle doit avoir une certaine froideur, elle doit être purement cérébrale. Or, je pense qu'effectivement, ce lyrisme qui peut nous atteindre comme des coups de poignard, même dans cette œuvre, ça peut être mais aussi humoristique, ça, il a de tellement nombreux aspects. L'aspect mélancolique n'est peut-être que 50 ou 60% de son œuvre. Oui. Eh bien, ces différents aspects masquent tout l'art d'écriture, toute la structure, tout le message, tout le code qui assemble et qui fait vivre ces mélodies. Et c'est vrai que c'est un domaine qui est relativement peu connu, d'autant plus que Tchaïkovski, ce sont des œuvres très connues, parfois trop connues, qu'on croit connaître. Et puis alors, il y a tout un pan d'œuvres parfaitement inconnues. Même les chefs d'orchestre ne connaissent pas les titres. Imaginez-vous, comment expliquer que deux chefs-d'œuvre comme Eugène Onegin et la Dame de Pique de l'opéra puissent côtoyer encore 8 ou 9 autres opéras qui seraient des navets ou des œuvres absolument inintéressantes. Ça paraît très peu probable, effectivement. Ouais, on va se revoir une autre fois cette année pour parler d'autres aspects de la composition de Tchaïkovski. Vous dites les opéras, bien sûr. Les symphonies, on joue toujours les mêmes. On loue leur élégance volontiers. Mais ici, on va se rendre compte dans cette Dame de Pique qu'il y a un côté extrêmement mystérieux, profond, j'allais dire mystique, en tout cas qui va chercher très loin au profond de nous-mêmes. Et puis il y a encore quelque chose que vous voulez définir d'emblée, Bertrand, c'est ce rapport au passé dans la musique de Tchaïkovski, qui est non seulement le rapport à la tradition, mais aussi la manière d'interroger cette tradition par rapport à sa propre modernité, la modernité de Tchaïkovski. Il est à la fois moderne, il ouvre évidemment sur le XXe siècle, et puis voilà, j'arrive avec une œuvre connue, entre guillemets. J'espère vraiment aussi vous faire découvrir par la suite des œuvres beaucoup moins connues. Oui. Et peut-être comme générique pour nous mettre un petit peu dans
dans l'ambiance, je vous proposerai d'écouter ce chant des troubadours du 2e acte de La Pucelle d'Orléans. Une de ces pages à découvrir dans Musique en mémoire, une de ces pages de Piotr Ilyich Tchaïkovski à redécouvrir, mais franchement dit pour bon nombre d'entre nous, à écouter pour la première fois, en tout cas d'une oreille que vous allez vivifier, Bertrand. Il est majoritairement question ici de cette Dame de pique de Tchaïkovski, d'après une nouvelle de Pouchkine. Ça s'en éloigne quand même pas mal, hein, Bertrand. Il faut qu'on raconte l'histoire, il faut qu'on soit bien dedans, puis vous allez nous décrire ce que sont ces enjeux et quelle est au fond cette rhétorique de Tchaïkovski pour nous mettre à l'intérieur de ses sentiments, de ses passions, de ses scènes. Au départ, quand tout commence, il y a une vieille comtesse, Bertrand Roulet, qui a un secret. Et qui a été jeune. Qui a été jeune. Qui a été la Vénus moscovite. Qui a été très très belle, exactement. Et puis qui a eu des peines de cœur, à qui l'un de ses amants, le comte Saint-Germain. Elle était en France, dans la cour du roi Louis XV. Elle s'est retrouvée, elle était passionnée par le jeu. Donc je pense qu'il lui manquait quelque chose dans sa vie. Elle avait besoin d'argent, elle avait besoin de cette drogue en même temps, oui, voilà. Oui. Ouais. Et à un jour de détresse, elle n'avait plus un sou. Elle s'est dit qu'est-ce que je vais devenir. Et elle a été en contact avec un personnage mystérieux, historique, qui s'appelle le comte Saint-Germain. Oui. Qui lui a donné ce qu'on appellerait une martingale, mais magique. Alors, le comte Saint-Germain est en principe associé aussi à tous les groupes rosicruciens de l'époque qui se sont retrouvés parfois sous cette appellation. Mais en fait, il a existé. Il était lié à des mouvements alchimiques et il avait réellement certains pouvoirs qui lui ont permis, en tout cas, de fasciner de grandes personnalités. Il a eu aussi beaucoup d'ennemis. Et il y a une sorte de lien magique. Je pense que c'est un aspect qu'on ne doit pas forcément prendre à la rigolade, qui a permis à cette dame d'avoir un gain matériel sur ce jeu, de deviner les cartes d'un jeu qui lui ont permis d'avoir une grande fortune. Mais elle a dû sacrifier sa vertu, entre guillemets. Voilà. Elle a dû vendre qu'elle donnait quelque chose, elle a perdu quelque chose d'elle-même pour créer ce lien mystérieux avec l'au-delà. Et c'est cette force qu'a été rien n'est gratuit. Et ce secret, elle l'a donné à son mari, elle l'a donné à un amant. Ouais. Et puis un jour, un spectre est venu. Le secret des 3 cartes, donc. Il ne faut pas rigoler trop vite, parce qu'encore au début du 3e millénaire, aujourd'hui, il y a des gens qui disent avoir le secret. Hein, ce sont des choses qui échappent évidemment à la raison, auxquelles on croit, on ne croit pas. Là, ce secret-là est très spécifique, c'est le secret des 3 cartes qu'elle reçoit. Effectivement, il y a une espèce de malédiction en même temps je reçoit ce secret. Oui, allez. Tout ce qui concerne d'ailleurs les jeux de hasard, par exemple, on s'aperçoit même, pour avoir une petite parenthèse rationnelle, que tout ce qui est de l'ordre du chaos ou du hasard peut être mathématisé
à grande échelle, on s'aperçoit qu'il y a aussi que par exemple même l'esprit peut influencer. Il y a des recherches qui ont été faites, qui ont fasciné quelqu'un comme Jung, par exemple. Donc ce qu'on appelle le hasard, etc. Il faut quand même rester un petit peu ouvert malgré tout, malgré l'aspect évidemment légendaire de cette histoire. Et donner ce secret qui est quand même quelque chose, qui est une brèche dans notre espace-temps, qui est une anomalie, qui est en tout cas quelque chose qui suppose un pacte, qui suppose une déformation des lois naturelles. La conséquence, c'est que diffuser ce secret comme elle l'a fait lui a valu un avertissement d'un spectre, que la troisième personne qui viendrait lui arracher ce secret, un homme fou d'amour, eh bien, causerait sa perte. Excellent. Voilà. On en est là au début de l'opéra. Donc, le comte Saint-Germain lui a donné le secret des 3 cartes, elle l'a utilisé, elle l'a donné à un mari, à un jeune galant. Et puis, la troisième personne à qui elle le donnera, ça voudra dire la mort de cette vieille comtesse, de cette comtesse devenue vieille après avoir été la Vénus moscovite. On en est là, Bertrand Roulet, quand s'ouvre le rideau, on le sait parce qu'on va nous le raconter un peu après, mais quand le rideau s'ouvre, on a affaire à une de ces scènes de genre qui font la popularité de Tchaïkovski et dont vous nous montrez maintenant, après le prélude, que c'est plus qu'une scène de genre, c'est quelque chose qui est vraiment important dans le texte même de Tchaïkovski. Mais au départ, avant que le rideau ne se lève, on a un prélude. Il y a une introduction, et il y a même une introduction de l'introduction. Oui. 3 cartes. Une malédiction avec 3 personnages, et puis un triangle de personnages. Finalement, c'est une œuvre qui ne va pas tellement chercher à décrire un personnage ou un autre. C'est une destinée, c'est une constellation psychologique. C'est un opéra systémique, au fond. Et c'est là qu'on va casser l'idée des motifs qui sont censés étiqueter d'une manière statique tel ou tel personnage. Cette constellation, c'est cette dame âgée et mystérieuse qui projette une aura de fatalité, de culpabilité sur sa petite fille, qui est justement l'objet de l'amour sans espoir de Hermann. Hermann qui serait justement cet homme fou d'amour, cet homme qui est comme possédé lui aussi par le jeu. Et il y aura donc un jeu de miroir entre Hermann et Lisa, c'est la jeune fille dont il s'agit. La belle jeune fille. Et puis il y a évidemment un jeu oedipien de désir inconscient de Hermann envers la grand-mère de Lisa, et cette triangulation faite de culpabilisation, de pulsions refoulées que va vraiment s'articuler toute la structure de l'œuvre. Hermann, fasciné par le jeu, mais qui au départ ne joue pas, est en train de regarder les autres jouer, il n'y a pas de passage à l'acte. Ce sont des personnages qui sont obsédés, le sujet général d'où part vraiment l'œuvre, parce qu'il y a toujours, Tchaïkovski ne commence jamais quand il raconte une histoire, que ce soit dans les symphonies ou dans un concerto, il y a toujours un premier thème qui n'est pas encore l'entrée dans la ligne temporelle de l'histoire. Il y a un avant l'histoire. Il y a une sorte il s'agit d'abord de circonscrire de quoi va-t-on parler, quelles seront les forces, quel est le portrait de la force générale entre les protagonistes ou entre les thèmes. Montrez-moi ça, Bertrand Roulet. Mais je sais pas, par exemple, même par exemple, vous prenez la symphonie pathétique, qui est un drame vraiment personnel avec des espoirs, des thèmes d'amour, des thèmes de désespoir, mais il y a une sorte d'état prénatal. Dans les brumes, vraiment, presque de l'inconscient. Vous l'avez en vous d'ailleurs, pas de partition devant vous. On pourrait dire la même chose avec le premier concerto de piano. Ça, ce n'est pas le premier thème de ce concerto qui est en si bémol mineur. Là, on commence déjà en majeur. Il y a toujours quelque chose avant. Et dans cette introduction, je crois que c'est vraiment le code de l'opéra qui s'installe. Et on peut vraiment parler, et là je crois que je vais un peu à rebrousse-poil de toutes les idées reçues, même dans de bons livres de philosophie sur la musique qui est vue que comme une sorte de magma émotionnel qui ne peut pas être considéré comme un langage, mais simplement comme un état, un peu comme si on fumait une cigarette ou un autre, ou comme si on se plongeait dans un bain, quelque chose d'indifférencié. Je crois que là, il y a vraiment une volonté délibérée de Tchaïkovski d'instaurer un état, une structure typiquement langagière, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait déjà, pour qu'un thème puisse nous parler, pas simplement comme une sonorité, mais comme un mot, comme un monème, pas simplement comme un phonème, pas justement comme un son, il faut déjà qu'il y ait au moins, comme dans toute forme de langage, une opposition entre 2 signes. Un signe isolé est forcément comparé avec un autre. Et on pourrait dire tout de suite que le thème du début,
il fait référence à un récit, ce dont on a parlé avec cette histoire du comte Saint-Germain. Mais n'entrons pas encore dans ces détails-là. Ce qui compte maintenant, c'est l'opposition, comme une première division cellulaire, entre deux états de langage. Allez-y, montrez-moi. L'un qui est plus proche de l'articulation, plus proche de la consonne. Un thème un peu archaïsant qui est d'un aspect narratif, mais sous la patine du temps. C'est pas encore un thème qu'on peut dire qui serait menaçant ou tragique, ou on n'a pas l'impression qu'il y a une force terrible qui va nous tomber dessus. Oui. Et voilà ce qui serait l'équivalent d'une phrase articulée. Il faut bien d'ailleurs dire T avec les clarinettes et c'est les bassons. Et puis à cet état articulé... Attendez, vous dites T avec les clarinettes et les bassons, ça veut dire ce que le clarinettiste ou le bassoniste doit faire, c'est en soufflant... Dites-le moi, je ne suis ni clarinettiste ni bassoniste. Tout à fait. Si on le chante, on ne peut pas faire... D'accord. Ouais. Par contre, on aurait, dans la réponse des cordes, l'équivalent d'un suffixe, ou en tout cas d'une déclinaison par rapport à cette phrase, qui est de l'ordre plutôt de l'indifférencié, du sentiment pur. Allez-y. Et ensuite la phrase reprend. De nouveau basson et clarinette. Et le reste, c'est à quelle partie de l'orchestre? Alors voilà, ça, ce sont les cordes. D'accord. Donc on peut dire que cette phrase-là, par 3, elle éclaire à chaque fois le sens de la phrase avec ce mouvement inéluctable qui descend. On a vraiment l'impression que c'est comme si beaucoup de temps, quelque chose d'impersonnel s'écoulait et relativise la présence, désactualise, si je peux dire, le thème. Si on faisait, par exemple... Là, je la dis au présent. Oui. Et là, vous notez dans votre résumé, regard vers un lointain passé. Voilà, là, évidemment qu'on a une texture qui n'est pas monolithique, mais qui est vraiment, on a déjà deux structures très très clairement définies. Oui. Et ce principe-là, ça pourrait être le départ d'une des grandes superstructures au-delà des thèmes, qui serait peine de cœur, regard vers le passé, soupir, etc. On peut y mettre une connotation générale qui enjambe, qui va au-delà des thèmes. On est encore dans un en deçà, vraiment. On n'est pas encore dans une vraie grammaire. On est en train de poser des briques sonores et de leur donner du sens, de les associer à du sens. Il nous faut un peu de temps pour que ça puisse se faire. Et puis ensuite... on a ici un phénomène d'absorption. Tout est absorbé dans ces accords. Et on arrive évidemment à la fin d'une première séquence, mais qui a ceci d'ambigu, que c'est à la fois une séquence qui se ferme, donc on sent qu'il y a quelque chose qui est fini, la phrase est terminée, mais en même temps, elle s'ouvre sur la séquence suivante, parce que qu'on a commencé dans cette tonalité, quelle est-elle? Ici on est en si mineur, et puis on finit là, donc on est en suspension. Quelle tonalité? En mi mineur, on a une quinte en dessous. Ouais. Et maintenant, le silence, avec cette suspension harmonique, appelle l'arrivée d'une autre séquence. On va écouter la première partie. Avec une toute petite partie d'une nouvelle nappe de temps, où on verra que le but dans l'écriture n'est pas simplement d'opposer des thèmes, mais par exemple maintenant, si on regarde dans quelle structure temporelle, dans quelle nappe temporelle on se situe, on voit que maintenant, on n'est plus dans un imparfait, il était une fois, on n'est plus dans cette image figée de la première page, de la vieille gravure d'un livre de contes. On est maintenant en gros plan avec une entité sonore qui nous raconte maintenant quelque chose qui est bien plus près de nous. On commence vraiment à avoir un personnage sur l'écran. Alors faites juste la transition, puis après on écoute au disque première. La transition se fait avec ta-da-da. Yada, c'est ce qui était lointain, maintenant devient extrêmement présent et suppose une attaque très nette parce qu'on n'est pas sur le temps, mais on est sur 1 et 2.
quand je dis qu'il y avait des superstructures, si vous voulez, des courants, des avenues au-delà des thèmes qui conditionnent l'organisation de l'œuvre, je veux dire qu'ici, par exemple, le chiffre 3 qu'on avait dans ces soupirs, ta da da, ti da da, on pourrait dire, mais là maintenant on a un autre thème, on a un thème de 4 notes. 1, 2, 3, 4. Mais si on regarde bien, on voit que le code de l'écriture de Tchaïkovski est très rigoureux. Parce qu'il y a ici, avec les nuances, il ne faut pas regarder simplement les hauteurs, il faut regarder les nuances. Oui. On a ici 1, 2... Qu'est-ce que tu écris, dites-moi? Donc c'est vraiment là, on peut dire qu'on a un premier segment, un premier... Et puis tout à fait opposé, un petit peu comme c'est comme une vague qui en se retirant assèche momentanément le rivage pour rassembler ses forces et puis de nouveau se déverser dans une nouvelle vague. Maintenant, entrée des cuivres, de nouveau par 3. 1, 2, 3. Ici de nouveau qui est séparé. Ça c'est un segment et ça c'est un autre segment. Et là maintenant, on est en train de se focaliser sur des personnages. C'est-à-dire que c'est la partie de la Dame de pique qui est en liaison, non pas avec cet élément fatal, cet élément de restriction, de culpabilisation, mais cet élément pulsionnel, cet élément d'amour. Il faudra donc pas opposer les thèmes d'amour, par exemple Hermann et Elisa, et la Dame de pique, qui serait la vilaine sorcière qui empêche les amoureux de s'unir, etc. Il y a en elle ce principe frustré, peut-être, et dramatique de cet amour malheureux, parce que ce thème fait partie de la constellation des thèmes liés à la Dame de pique. D'accord. Il faudrait qu'on écoute ça à l'orchestre, donc le début de ce prélude, et puis que peu à peu on intègre ces données pour entendre d'une oreille nouvelle la suite simplement de cette introduction. C'est long quand on explique tout. J'aimerais bien aller un peu plus vite, mais... On est là pour ça, Bertrand Roulet, on est juste là pour ça. Autrement, il y a des émissions de diffusion, on écoute le premier. Je veux vraiment pas compliquer, mais vous verrez qu'après, si on pose bien les bases, peut-être après, ce sera plus clair. Vous avez posé les bases, écoutons le début de ce prélude. Le début de ce prélude de la Dame de pique de Tchaïkovski que vous nous expliquez, Bertrand Roulet, et donc maintenant l'arrivée de celle qu'on appelle la Dame de pique. Il faut rappeler, la Dame de pique c'est le nom du jeu, il faut découvrir 3 cartes, et puis la Dame de pique c'est cette figure de cette vieille comtesse qui a le secret qu'il a déjà donné à 2 hommes, qui va peut-être le donner à un 3e pendant cet opéra, ça nous arrangerait plutôt puisqu'on est à l'opéra, mais ça lui sera fatal. C'est donc cette figure très complexe, très paradoxale, cette figure féminine, vieille et dépositaire d'un secret, mais qui a été jeune, qui a été belle, bref, la complexité de cette humaine. Là, ce que vous décrivez, c'est la fonction qu'elle va avoir, la fonction fatale dans le triangle, dans toute la constellation des relations des personnages. Mais cette fonction maintenant, qu'il ne faut pas totalement confondre avec justement le personnage lui-même dans toute sa complexité. Oui. Maintenant, c'est plutôt ce qui est évoqué, c'est le contraire, c'est ce qui va empêcher, ce qui va faire une dichotomie avec tous les thèmes sensuels, les thèmes d'amour, ou plutôt les courants qui allaient dans ce sens. Ce qui va être mis en œuvre maintenant ? Ce qui va être mis en œuvre maintenant. Et donc, une pulsion
qui n'est pas réalisé se transforme en angoisse. Et donc maintenant, on en vient d'entendre ta ta ta. Si on accélère le rythme et qu'on ta-tam, pa-pam, ta-tam, 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 ta-tam. Maintenant, on est dans l'aspect organique d'un état d'angoisse, mais sur un plan organique. Et là, on arrive dans les leitmotifs rythmiques, si on peut dire. Et puis, on a vraiment donc cette force contraignante, et fatale, dramatique du personnage de la Dame de Pique elle-même. Évidemment. Quel instrument là? C'est tout l'orchestre? Alors c'est tout l'orchestre. Parce qu'il faut dire que vous n'avez pas la partition pour piano sous les yeux, la réduction pour piano, vous avez la partition d'orchestre. Hein. Alors ce sont les cuivres là qui montrent une figure féminine âgée avec du pouvoir. Ça pourrait très bien faire écho chez un personnage masculin à ce qu'on pourrait appeler une mère, par exemple, ou un complexe d'Oedipe, on verra tout ça. C'est une force absolument contraignante, et toujours avec ces motifs d'angoisse, tadam, 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 mais ça c'est la question du rythme, ça c'est l'aspect organique. Et puis alors... on est vraiment cerné justement par ce thème anguleux, à la fois évidemment dans l'aigu et aussi dans la basse. Donc on a deux niveaux rythmiques différents. Oui. Et puis tout ça maintenant c'est une des avenues de sens, une des rivières si vous voulez qui structure l'œuvre. Pas d'une façon linéaire, mais entre tous les éléments. C'est l'idée de la gamme descendante qui fait que tous ces personnages assemblés les uns avec les autres, ça va mal se terminer. Et d'ailleurs, l'idée de cette gamme descendante reprend ce qu'on avait dans les ta-da-da. J'entends bien. Donc, thèmes différents, mais pris dans des segments plus grands qui eux-mêmes font partie d'une superstructure qui est parfaitement unifiée. D'accord, ça fait déjà le début de cette structure. Vous auriez dit de cette syntaxe, Bertrand Roulet? Absolument. Ouais. On a vu les deux aspects de la Dame de Pique. Oui. On a vu chez elle les ravages, c'est de l'amour et des peines de cœur. Et maintenant, ce qu'on appelle le thème d'amour de Hermann et Lisa, nos deux protagonistes, ténor, soprano. Voilà. Oui. Alors là, Hermann, le joueur, enfin l'homme fasciné par le jeu mais qui regarde pour le moment jouer. Lisa, la fille donc de cette vieille comtesse, cette Dame de Pique, celle qui sera la Dame de Pique, oui. oui. Bertrand? Alors, vous voyez que maintenant ce thème... doit en fait être décomposé dans des unités plus petites pour qu'on comprenne la manière dont il est constitué et pour qu'on comprenne sa véritable nature. Il ne faut pas le voir comme un seul et même segment. Il est divisé. Si nous reprenons notre idée des trois notes, si j'accentue justement ces trois notes, c'est une envie de nager à contre-courant, d'aspirer au bonheur, de baigner dans une complémentarité Ah oui, montrez-moi le magique. contre-courant alors. Alors, c'est ça. C'est ascendant, oui. Excellent. Et puis alors on pourrait dire que qui est quand même dans une composante de fatalité, se trouve, là, le vers est dans le fruit si vous voulez. Ah bon? Parce que maintenant j'accentue des autres segments du thème. Ah oui, c'est votre main droite qui scande, qui vient hacher comme le destin. Alors en fait, tout ça est contenu dedans. Oui. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'une seule note, c'est ce qu'on appelle un phonème, c'est juste un son. Si on a ça, maintenant c'est en train de devenir un monème, c'est-à-dire que c'est comme une petite unité de sens.
Et puis si on rajoute ça, tam, 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 c'en est un autre. Et si on combine les deux, on a ce qu'on appelle une chaîne de plusieurs segments, qu'on appelle un syntagme dans la linguistique, qui est divisé lui-même en 3 segments. Et on pourrait même dire qu'il y a une construction par 3 au-delà de ces 3. 3 plus 3 plus 3. Parce que si je fais juste l'harmonie, on a... Donc vous voyez cette imbrication dans un système à plus grande échelle. Et puis ce qui est extrêmement maintenant riche de sens, c'est que l'élément fatal qui va tirer vers le bas, qui va tirer en fait vers, parce que l'origine de cette pulsion, en fait, c'est cet Oedipe qui n'a pas été fait, c'est cette attirance d'Hermann pour la dame de pique. Oui. Donc il croit être attiré par Lisa, mais c'est pas du tout vrai. La nature de cette attirance, elle est ailleurs. Donc en fait, le thème se nourrit de lui-même, il se fait comment brocher sur lui-même dans sa deuxième partie. Et puis il est réénoncé dans les basses avec les harmonies fatales de la dame de pique. De nouveau les cuivres, et c'est pas anodin, c'est 2 trompettes, 2 trombones. Hein. C'est-à-dire ça. Et pourquoi pas anodin? Eh bien parce que c'est vraiment qu'il y a une volonté, pas simplement d'accompagner d'une manière forte, dramatique, romantique, tout ce qu'on veut le thème, mais de signifier que ce thème qui veut s'envoler vers cette exaltation et cette douceur, en fait, en lui-même, il contient sa propre destruction. En fait, on est embarqué sur le Titanic. Une gamme descendante pour maintenant fermer ce portique de cette introduction orchestrale. Ici. Alors maintenant, très subtil de la part de Tchaïkovski, on va faire le pendant de ce qu'on avait au début, dans ce passé lointain, et maintenant on va avoir une sorte de brouillard blanc pour nous avoir envie de regarder vers l'avenir, de quelque chose qui se finit pas tragiquement, mais d'une façon ambiguë. On va dire d'une manière étrange, c'est-à-dire qu'on a deux courants, ces 2 courants contradictoires, douceur et puis fatalité, dureté. Alors harmoniquement, ça se retrouve là, tout va se réabsorber dans une unité à 3, et on a conjointement ceci, et puis ceci. Ce qui nous fait arriver à cet accord. Ce qui est quoi? C'est un accord... une espèce de lumière blanche, vous disiez, ou de brouillard blanc, oui. Avec énormément de notes étrangères. Alors, très moderne en même temps. Oui, il veut surtout être ambigu. Il nous dit pas, voilà, maintenant ça se calme, tout va bien. Il nous dit pas non plus, tout est fichu. Il nous dit... Laissons maintenant dormir tout ça, c'est très étrange, et si vous voulez en savoir plus, eh bien le rideau va s'ouvrir.
On finit donc cette ouverture, Bertrand Roulet, je parle sous votre contrôle, sur cet accord de brouillard blanc, fin du prélude de cette Dame de pique de Tchaïkovski, en même temps composé, c'est assez 1890. C'est pas l'image de ce romantisme bon teint dont on va avoir maintenant un autre reflet. C'est communément admis que le début de cette Dame de pique, c'est une jolie scène de printemps dans un jardin avec un chœur d'enfants. C'est très ravissant. Un directeur de théâtre lui aurait demandé, par admiration pour Carmen, d'introduire aussi des enfants soldats. Alors voilà nos grands musicographes qui s'accrochent sur des détails comme ça. Et puis encore une fois, on n'ouvre pas la partition et on ne voit pas qu'en fait maintenant, dans notre, on a parlé de triangle de personnages, d'histoire intérieure, psychanalytique. Et mais tout ça, pour que ça prenne vie, il faut aussi qu'il y ait un contexte qui entoure, qui peut-être montre aussi le contraire de ces états tendus. Il faut aussi penser que si la Dame de pique a un rôle culpabilisant sur sa petite fille et sur plusieurs personnages, elle a peut-être été elle-même sous pression dans une société. Il faut qu'on la montre, cette société. Ça fait partie de l'histoire, même si ça paraît anecdotique. En tout cas, du point de vue musical, ça ne l'est pas, parce qu'on va reprendre notre histoire de gamme maintenant, sous une forme tout à fait aérée et enfantine. Je trouve captivant de voir qu'un opéra qui va nous parler de la vieillesse d'une manière déchirante, d'amour qui ne se font pas et de malheur, commence dans un parc public avec des petites filles qui jouent à la marelle en disant « c'est moi le chat, tu ne m'attraperas pas », etc. Et on voit cette vie et c'est aussi... Ça fait partie du contexte. Il faut montrer aussi tous ces âges de la vie. On verra même l'évocation des nourrissons. C'est un tableau de notre état d'être humain en général. C'est pas juste une anecdote sur une méchante vieille dame. Montrez-moi ça. Alors, on pourrait même dire que si on sort complètement de l'aspect anecdotique, maintenant on a vu la raison pourquoi il faut qu'on voit un petit peu cette société qui va entourer l'histoire. On peut dire qu'on a ici une invention sur un thème. Mais que je peux, avec ma pipette de chimiste, analyser comme étant... On va être une étude sur des gammes à degrés ajoutés. Ça, c'est une gamme normale. Si je fais ça... Donc, vous lui rajoutez simplement des demi-tons. Voilà, c'est ce qui se passe ici. Et alors, le thème, par exemple, a un premier commentaire, un premier contre-champ. Ici, ta-da-dam. Harmonie intéressante. Quelle harmonie? Ça vient de la note ajoutée. Il se résout. Ensuite, duplication. On est presque dans la biologie, des cellules qui se dupliquent. Alors... Et puis alors évidemment un état fluide, on a vu ces rythmes, tadam, 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 tadam. Ici tout est joli, tout est beau. Et puis comme des chants d'oiseaux qui deviendront plus tard des fifres de tambour, avec les tambours pour montrer des enfants soldats qui prépareront à une scène ultérieurement où on verra un chant beaucoup plus militaire qui montrera l'arrivée dans un palais de la tsarine. Tout ça nous prépare. Ce sont déjà des segments qui ont parfaitement leur place dans la grande structure.
Voilà pour ce début. La partition indique dans les jardins d'été de Saint-Pétersbourg, avec ce chœur d'enfant. Bertrand. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est que toutes les interventions des chœurs sont à la fois fragmentaires. Jamais on reste toujours, elles s'incurvent dans une autre tonalité. Et puis il y a toujours cette unité, ce travail contrapuntique très rigoureux dans l'accompagnement. Par exemple, ceci. Alors, et puis l'accompagnement. Vous voyez qu'il y a un petit peu quelque chose de classique dans ces phrases qui étaient dans l'aigu, ensuite qui deviennent... Il y a toujours un traitement qui musicalement est rigoureux. Et puis, les phrases, justement, sont toujours s'arrêtent en pleine modulation. Par exemple, ceci... Et puis ici, tout d'un coup, on passe dans un ton beaucoup plus secret. C'est comme si on voyait la scène, mais à travers la mousseline d'un berceau. Il y a quelque chose de très tendre et aussi de dramatique dans cette évocation maintenant de la prime enfance de cette berceuse. Avec toujours les thèmes en contrepoint. Ici. Avec toujours ce contrepoint classique, cette écriture très classique. Bon, et puis maintenant, le chœur des enfants soldats, c'est pas du tout simplement quelque chose d'anecdotique, ça prépare aussi à cette vision qu'on aura après de toute une société. Et puis on a toujours ces modulations de chaque strophe, c'est quand même assez original de voir un thème... qui part dans une autre tonalité. Et ça, c'est ces phrases qui nous échappent toujours, qu'on n'arrive jamais à saisir, cette perpétuelle modulation qui mène sur d'autres modulations, ce côté insaisissable, ça fait partie de l'œuvre. Même si maintenant on est à l'opposé de cette tonalité sombre et introspective. Et nous sommes donc, Bertrand Roulet, dans ces jardins d'été de Saint-Pétersbourg, et arrive Hermann. Hermann qui a passé la nuit précédente à regarder les joueurs jouer aux cartes sans lui-même jouer. Et il arrive sur scène. Alors un thème qui montre vraiment son refoulement, c'est-à-dire une attirance oedipienne inconsciente pour la Dame de Pique, qui est ce thème... ce profil, et puis son thème mélancolique qui contient dans son idée d'amour pour Lisa, en fait c'est pas encore qui c'est, cette jeune fille inconnue. Cette jeune fille qui, comme par hasard, est la petite fille de la Dame de Pique. Oui. Alors, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les notes 6, 7 et 9.
en fait, son désir va vers cette mystérieuse dame. Arrive donc dans ces jardins d'été de Saint-Pétersbourg Hermann, notre héros, et son copain Tomsky. Hermann: oui, je ne peux plus comme autrefois marcher d'un pas ferme vers mon but. Je ne sais pas moi-même ce qui m'arrive, je me sens perdu. Je maudis ma faiblesse, je n'ai plus la force de me dominer, je suis amoureux. Tomsky, son copain donc: quoi, toi, amoureux de qui, Hermann? Je ne connais pas son nom, je ne veux pas le savoir, je ne veux pas lui donner un nom terrestre. Elle est au-dessus de toute comparaison, elle surpasse tout modèle. Mon amour, ce bonheur paradisiaque, je voudrais le conserver pour toujours, mais la triste pensée qu'elle puisse être à un autre, alors que je n'ose baiser la trace de ses pas, me rend fou de jalousie. Je me maudis, je ne peux dominer cette passion terrestre. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est cet aspect psychanalytique qui ne veut pas en même temps savoir qui elle est. Donc il sent que d'une certaine façon, c'est un leurre qui s'y intéresse, mais sans la connaître, et ça l'arrange bien de ne pas la connaître. Oui. Et on a vu pourquoi, on a vu ce principe de refoulement. Et puis on verra que maintenant, le principe des 3 notes, quand il parle de Lisa, là, on a toujours ces principes qu'on avait au prélude dans l'accompagnement. Il veut pas la connaître et le hautbois répond. C'est déjà un peu un portrait psychologique de Lisa. Lisa qui est un effet miroir, elle est aussi toujours mélancolique comme lui. On entend le hautbois ou le cor anglais. Ici le hautbois. Alors avec l'harmonie. Donc tout ça, ça nous présente déjà un petit peu cet alter ego féminin. En fait. Et puis la deuxième partie de l'air, en fait c'est un air, mais tout s'enchaîne d'une façon, on n'a pas l'impression que c'est des strophes et des couplets. Hein. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas vraiment le thème qu'on appelle le thème d'amour. Mais on a des harmonies très proches. Montrez. Le sentir, hein, comme ça, à vue de nez. Et puis ici, maintenant, notre idée de code, les 3 notes. Je vais le chantonner, excusez-moi, mais oui. C'est quand même pratique. C'est le basson. Tout ça, c'est en filigrane de la partition. Et puis, le fait qu'on ait ce principe de 3 notes, ça nous permet d'avoir, en fait, des harmonisations qui se complexifient, mais parce que ce sont des rappels de ce qu'il y avait eu avant. Par exemple, ici. Et le fait qu'on ait ces 3 notes, ça nous donne lieu à des harmonisations nouvelles et surprenantes. Parce qu'elles viennent nourrir ces accords. Parce qu'elles viennent nourrir. Donc en fait, on a une strate qui est d'une façon verticale dans l'instant, et puis on a en même temps un rappel de ce qu'on avait entendu avant. Donc on a vraiment une complexité à travers le temps. Magnifique. Vous savez ce qu'on va faire, Bertrand Roulet? On va écouter ensemble cet air d'Hermann. Et puis ce qui s'ensuit un petit peu. Et puis quelques extraits choisis de ce premier acte de La Dame de Pique. Nous, on a encore 4 heures, puisque cette semaine, dans Musique en mémoire, nous appliquons à, grâce à La Dame de Pique, redécouvrir Tchaïkovski, grâce aussi à Gérald Guestan, à la réalisation, à Isabelle Watson, à l'assistance à la production. Bertrand Roulet, nous, on se retrouve demain pour la suite de cette partition. Grand merci d'être avec nous cette semaine. Merci à vous.
если так, скорей за дело. Узнаем, кто она, а там и предложение делай смело, и дело по рукам. О нет, увы, она знатна, и мне принадлежать не может. Вот что меня томит и гложет. Найдем другую. Не одна на свете. Ты меня не знаешь, нет мне не разлюбить, ах, Томский, ты не понимаешь. Я только мог спокойно жить, пока во мне дремали страсти. Тогда я мог владеть собой. Теперь, когда душа во власти одной мечты, прощай, покой, прощай, покой, отравлен, словно опьянен. Я болен, болен, я влюблен. Это Герман, признаюсь, я никому бы не поверил, что ты способен так любить. L'affaire vous intéresse? Chaque émission de Musique en mémoire se commande au 026 323 24 24. Elle se podcast, comme on dit désormais également. Et puis vous pouvez écouter chaque émission de Musique en mémoire la nuit, dès minuit sur Espace 2, en nouvelle diffusion.